c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, disait Churchill. Un nouveau jour pour de grands défis, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin. Bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mercredi 2 février 2022. Commençons par le quotidien Le Béninois libéré qui titre à sa manchette « Présentation du PAG 2021-2026 aux entreprises ». Wadaï explique les avantages du programme au secteur privé. Affrontement sanglant à Monkba. L'appel des députés Akpovi et Tchobo. Le leader du jour affiche accroissement de la productivité agricole et le bien-être des populations. Le maire Arwandinou négocie un partenariat avec l'INRAB pour booster le développement agro-hydropastoral d'Abomey-Calavi. Recensement à vocation d'identification de la population au Bénin. L'ANIP lance une vaste opération de ratissage pour les non-enrôlés. Le journal matinal met à la une. Réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Les 7 grands axes de la convention gouvernement ANCB. Conseil communal à Djidja. Les conseillers BR et UP fument le calumet de la paix. La cloche placarde. Cartographie du réseau des chefs religieux et traditionnels au Bénin. Le contenu du document mis en examen pour validation. Départ volontaire anticipé à la retraite. La SBE offre l'occasion aux agents désireux. Matin libre affiche. L'État a failli. Les insuffisances de la déclaration de la police. Grossesse en milieu scolaire, le phénomène sous contrôle. Terminons à présent avec le potentiel qui titre à sa manchette « Faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi. La terre va encore avaler un ancien maire. » Première réunion de la municipalité de l'année 2022, à propos dans une nouvelle dynamique au service de la population. Ce sera tout, amis téléspectateurs, pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure Cassius Samba pour le décryptage de l'actualité. Charme, séduction, magnificence, splendeur, esthétique cosmétique, maquillage, soins, tous les mots nécessaires à votre beauté ont leur sens à la boutique Liss Fashion Cosmétique and Beauty. Bonjour chers clients, bienvenue à Liss Fashion Cosmétique and Beauty. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation des produits cosmétiques venus directement des États-Unis. Nous avons les gels de douche, les produits pour le corps, les produits pour la pousse des cheveux, les parfums de très bonne senteur et des gommages pour hommes et femmes. Liss Fashion Cosmétique and Beauty, c'est une équipe dynamique, accueillante et serviable. Et c'est une gamme variée de produits de beauté pour femmes et hommes. Nous avons aussi également les gommages pour hommes et femmes, comme ce gommage La Mort. C'est un gommage corporel. Vous pouvez l'utiliser pour tout votre corps, comme vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour le visage. Il est valable pour tout type de peau, hommes et femmes. Également, Liss Fashion Cosmétique est située dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Womey Carrefour Petit Pas. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Bonjour, messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, merci de garder
le rendez-vous. Nous sommes à présent au rendez-vous du décryptage du jour. Nous allons parler des sujets d'actualité concernant surtout l'instabilité politique dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, le constat est clair. Instabilité politique dans la sous-région qui met en mal les règles démocratiques. Et ce matin, nous en parlons avec Marcel Zoumenou, journaliste. Marcel, bonjour. Bonjour Cassius. Merci. Hier déjà, dans l'après-midi du mardi, coup d'État ou tentative de coup d'État, j'allais dire, en Guinée-Bissau. Il faut noter qu'avant Guinée-Bissau, le Mali a été désormais dirigé ou est dirigé désormais par les militaires, le Burkina Faso et la Guinée. Et puis aujourd'hui, nous parlons de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. On peut déjà commencer à se poser la question pourquoi les militaires ont envie de prendre le pouvoir de la sous-région. Merci Cassius. Je crois que nous devons comprendre que nous sommes dans une mauvaise saison en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans ce que certains ont commencé déjà à appeler le printemps de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est venu du fait que les populations de plus en plus sont dessus par la gestion politique de nos États. Il faut être clair et dire les choses comme elles se présentent. La gestion que font les chefs d'État pour la plupart de nos pays n'est pas satisfaisante. Et donc, on a proclamé dans la plupart de nos pays la démocratie. On a demandé aux armées de rentrer dans les casernes. Et le personnel de l'armée a respecté ce principe, en tout cas dans la plupart des pays. Et au Bénin, ce principe est respecté. Mais au fil du temps, la déception a fait que les militaires eux-mêmes ont commencé par se dire, si eux, les civils, n'arrivent pas à faire les choses comme demandent les populations, nous, les militaires, nous avons les ressources pour agir. Et donc, c'est ça qui a amené les militaires à commencer par prendre leurs responsabilités. Et à cette allure, nous risquons d'avoir encore d'autres coups d'État parce que quand vous prenez la zone ouest africaine et même l'Afrique en général, la plupart des chefs d'État sont excusez-moi le terme, des autocrates, des dictateurs, et ne gèrent pas les ressources financières de leur pays de façon efficiente et transparente. Et donc, c'est des arguments pour les militaires de venir pour se montrer comme des gens qui viennent pour assainir. Et si vous faites attention aux discours qui sont tenus par les différentes juntes, les mots transparents, le mot redressement, les mots nous sommes venus pour assainir transparaissent clairement dans leur discours. Évidemment. Alors, déjà, tel que ça évolue, les tentatives ou les coups d'État évoluent dans l'espace de la CEDEAO, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les militaires sont plus solidaires que les politiques? Est-ce qu'on peut faire une analyse dans ce sens? Oui, et j'ai vu dans le discours du colonel Assimi Goïta une phrase qui avait retenu mon attention. Et il a dit que ce qui s'est passé au Mali risque de se passer dans beaucoup d'autres pays. Et peut-être beaucoup n'ont pas fait attention à ça. À cette phrase-là. Et lorsque j'ai commencé par voir le cas du Burkina, et hier, ce que nous avons appelé tentative de coup d'État et en Guinée-Bissau, j'ai compris que peut-être que c'est une sorte de solidarité des militaires. Vous savez, la plupart de ces hauts gradés, de ces officiers de l'armée qui ont des postes de responsabilité dans nos armées, ont fait des écoles d'officiers ou des écoles de guerre en France. Ils se côtoient. Si vous regardez Damiba, vous allez fouiller peut-être dans l'armée béninoise, vous allez voir des gens qui ont fait soit l'école de guerre ou l'école d'officier avec lui. Ainsi, de même que vous allez voir des gens qui sont peut-être sénégalais, qui sont peut-être togolais, qui sont peut-être maliens, qui ont fait des écoles. Donc, ils ont des gens de leur promotion. Anciens camarades. Voilà, ils ont des gens qui sont de leur promotion et qui sont à la tête d'autres armées. Ils ont également des gens qui sont de leur promotion, qui sont des civils. Et donc, sûrement, je crois ils ont commencé par comprendre que là où les civils de plus en plus échouent ou sont décriés, nous, on peut faire mieux. Et ce que nous constatons, c'est que tout au moins pour les pays où les responsables politiques sont des militaires, la gestion économique est plus ou moins saine, plus ou moins transparente.
C'est vrai que on leur reproche souvent de ne pas avoir un regard bienveillant sur le respect des droits de l'homme, les droits de l'homme, mais pour ce qui est de la gestion économique, ils font un effort plus que les civils. Et donc, c'est sûrement ces choses qui leur montent la tête aujourd'hui. Et une fois que ça a marché dans un pays, une fois que ça a marché dans 2 pays, ça a marché dans 3 pays, peut-être que ça va marcher dans 4 pays, dans 5 pays, ainsi de suite. Marcel Zoumeni, l'aspect que nous avons toujours craint, ou on a toujours craint, lorsque les militaires arrivent à prendre le pouvoir, c'est beaucoup plus cet aspect que vous venez de souligner, le respect des droits de l'homme qui est bafoué. L'autre aspect aussi, c'est que on craint que, parce qu'ils sont habitués aux armes, et qu'ils arrivent à en faire exploitation à quelque incidence que ce soit, et que cela puisse malheureusement empiéter sur la vie des populations paisibles ou les populations à la base. Est-ce que cet aspect-là, vous pensez que tel que les choses se passent là, on ne va pas arriver à un espace de la CEDEAO où du jour au lendemain, c'est les militaires qui peut-être parce qu'ils sont menacés par une partie de la population? Parce que souvenez-vous, hein, pour les politiques, il peut arriver que vous les insultez, vous leur dites des choses qui peut-être ne leur plaisent pas forcément, mais ils n'ont pas cette possibilité d'aller aux armes. Mais si un militaire au pouvoir, vous moquez de lui, ou vous soulevez, ou vous marchez peut-être contre une décision du militaire, il peut à tout moment se soulever contre vous avec les armes. Hein. Est-ce que cela n'attire pas votre attention? Oui, tout à fait, ça attire mon attention. Et ce que vous venez de dire ne fait que compléter ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure. Et pour vous dire que, peut-être nous n'avons pas fait attention à cela. Et il y a déjà eu 2 jours après la prise du pouvoir des militaires au Burkina, une déclaration de Reporters sans frontières qui avertit déjà sur des menaces à la liberté de presse, où des journalistes voulant simplement prendre des photos ont été arrêtés, sérieusement torturés. Et donc, chaque fois que les militaires prennent le pouvoir dans les pays, il y a forcément un recul en matière de liberté, de presse et droits de l'homme. Et ça, il faut le comprendre parce que il n'y a jamais quelque chose qui soit totalement bon et qui n'est pas de côté positif. C'est vrai que je disais que au plan de la gestion, ils font un effort mieux que parce qu'ils sont habitués à la rigueur, ils sont habitués à l'exactitude, ils sont habitués au patriotisme. Ils ont des fibres de nationalisme un peu plus, des fibres de nationalisme un peu plus élevées que les civils. Et donc, ils font un effort pour respecter les valeurs du pays, de respecter les biens publics. Mais en matière de droits de l'homme, en matière de liberté de presse, il y a toujours des reculs dans la plupart de ces pays où les militaires s'installent. Et c'est la crainte que nous devons avoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La seconde crainte, c'est que nous arrivons avec ce qui se passe à renoncer même au principe sacro-saint de la démocratie qui disent que pour prendre le pouvoir, c'est le peuple qui choisit librement ceux qui doivent le diriger. Alors, quand nous arrivons à avoir des sortes de légitimité au bout du Kalachnikov, c'est dangereux pour la plupart de nos pays parce que les gens vont se dire à un moment, bon, on n'a plus besoin d'élections, les militaires, ça va, ils ont les armes, ils peuvent s'en servir à tout moment pour prendre le pouvoir quand ils auront besoin. Et c'est très dangereux pour la démocratie. Effectivement, Marcel Zoumeni, c'est dangereux pour la démocratie. On ne le souhaite pas. Les militaires n'ont qu'à rester dans les casernes et assurer la sécurité, la défense de leur territoire. Autre aspect de cette instabilité politique que nous constatons, c'est la CEDEAO. Aujourd'hui, on a vu la CEDEAO prendre des sanctions contre le Burkina Faso, mais dans la pratique et dans la réalité, on n'a pas encore vu que ces sanctions ont amené les militaires à la tête du Burkina Faso actuellement à rebrousser chemin. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question d'efficacité ou une question de collaboration ou encore même une question de limite des pouvoirs de la CEDEAO? Oui, d'abord, les organisations communautaires ont, il faut le reconnaître, des pouvoirs limités. Et la notion de souveraineté fait que les organisations communautaires n'ont pas le pouvoir, malgré qu'ils ont le pouvoir de pression et le pouvoir de proposition, ils n'ont pas le pouvoir d'interférer dans la gestion interne des pays. Et donc ça, c'est déjà la première limite. Pour ce qui est de la CEDEAO,
les autres limites que j'ajoute, c'est la limite des moyens financiers. La plupart des pays ne cotisent pas régulièrement et donc ils n'ont pas assez de moyens pour agir. Et en plus de ça, la CEDEAO elle-même souffre d'un problème de légitimité. Parce que quand on prend la CEDEAO, il y a les organes techniques, mais il y a l'organe suprême qui est le collège des présidents. Et quand vous regardez dans les collèges des présidents, vous constatez que la plupart des présidents, même ceux qui sont venus au pouvoir par des élections, sont venus au pouvoir par des élections exclusives, des élections qui ne sont élections que de nom, où des opposants ont été écartés, ou carrément des élections truquées. Et donc, les populations même disent que ces présidents, nous ne nous reconnaissons pas dans ces présidents. Donc, ça fait que la légitimité même des responsables de la Côte d'Ivoire pose un problème. Le deuxième niveau, c'est les chefs de l'État qui tripatouillent leur constitution et qui s'éternisent au pouvoir. Et donc, quand vous regardez dans la plupart des pays, où les présidents sont des civils, la majorité, c'est des gens comme ça. Évidemment. Et donc, pour les populations, c'est un club de gens qui sont ensemble pour défendre leurs intérêts contre les intérêts des populations. Et ça fait que, au fil des ans, ils ont commencé par perdre du crédit. Là où ce qui aggrave la situation de la CEDEAO, c'est qu'au-delà de ce problème de légitimité, ils ne font pas une analyse cas par cas de la situation de chaque pays. On ne peut pas prendre le cas du Mali comme le cas du Burkina. On ne peut pas prendre le cas du Burkina comme le cas de la Guinée. La CEDEAO devrait tenir compte des paramètres interne à chaque pays pour prendre des décisions. Mais chaque fois, il y a l'impression qu'il y a une sorte de robotisation des décisions. Chaque fois, c'est les mêmes décisions. Il y a même certains qui s'amusent à dire que c'est une décision qui est plaquée dans un ordinateur. Chaque fois, ils ne font que changer le nom du pays et ils envoient. Et donc, je crois que les intellectuels, beaucoup d'intellectuels qui travaillent comme cadre technique à la CEDEAO, qui devraient réfléchir pour repenser le problème. Aujourd'hui, les problèmes qui sont mis en avant, c'est le problème de terrorisme dans la zone du Sahel, qui n'est pas réglé. Et en plus de ça, les problèmes de démocratie, les problèmes de gouvernance. La plupart des coups d'État qui sont venus ces derniers jours-ci sont venus soit par les problèmes du terrorisme qu'on n'arrive pas à régler, ou des problèmes de gouvernance. Pour ce qui est de la cas du Guinée-Bissau, par exemple, c'est des problèmes de gouvernance, des problèmes internes. Pour ce qui est du cas du Burkina, du Mali, et de la Guinée, c'est le problème de sécurité, de terrorisme. Et donc, qu'est-ce que la CEDEAO elle-même fait pour régler ce problème? On n'a pas, jusqu'à ce jour, la solution de la CEDEAO. Ce qui est fait aujourd'hui sur le terrain, c'est la force Barkhane, qui est une proposition de la France, qui essaie de travailler pour régler le problème du terrorisme avec cet art, puisqu'on a vu qu'elle n'est pas très efficace que ça. Et il y a des actions de certains pays isolés, comme le Tchad, qui a fait beaucoup de choses contre le terrorisme dans la région du Sahel. Et c'est ça, en dehors de ça, on n'a plus rien vu du côté de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Donc le terrorisme, je dis, c'est une donnée importante de gouvernance, c'est une donnée importante de développement. On ne peut pas se développer là où les armes sont en train de crépiter. Crépiter, c'est pas possible. Alors Marcel Zoumainou, lorsque nous descendons, nous ramenons la situation de façon générale de la sous-région, nous la ramenons à l'intérieur du Bénin. Est-ce que vous pensez que actuellement, parce que vous avez parlé tout à l'heure du terrorisme, qui fait objet aussi de ces tentatives de coup d'État ou de coup d'État, on a constaté déjà aussi au nord de notre pays, le Bénin, qu'il y a de ces théâtres, de ces scènes qu'on n'aurait pas voulu ou on n'aurait pas souhaité, mais qui ressemblent déjà à des scènes de terrorisme. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Bénin est prédisposé à subir de pareils sorts les jours à venir? Absolument, pour deux raisons. La première raison, c'est que quand je regarde, je ne suis pas dans le secret des responsables des forces de sécurité publique et des forces de défense, mais j'ai l'impression que le Bénin n'est pas préparé, l'armée béninoise n'est pas préparée pour affronter ce défi. Les terroristes ne font pas une guerre. Et moi, je suis peiné de voir les autorités politiques parler d'envoyer les militaires et sur le front, tout ça là. C'est pas une guerre conventionnelle pour qu'on puisse dire il faut envoyer les militaires. Il faut réfléchir à la bonne stratégie. La preuve,
même les États-Unis, la France, qui ont plus de moyens de matériel militaire que nous, ils ont été frappés. Ça devait nous amener à voir le problème autrement et comprendre que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas qu'un problème militaire. Et d'ailleurs, quand vous allez au front, vous ne voyez personne. Parce qu'une guerre, c'est un front avec une force qui est opposée à vous. Mais dans le cas du terrorisme, quand vous allez sur ce front, vous ne voyez personne. Parce qu'ils n'utilisent pas une technique conventionnelle pour lutter. Ils utilisent ce qu'on appelle les guérillas. Ils vous guettent, ils passent des bombes. Après, ils vous guettent quelque part et ils vous surprennent. Ce n'est pas une méthode de guerre conventionnelle. Et donc, on doit réfléchir à ça. Et moi, je crois que si notre État devrait se préparer, il devrait mettre beaucoup plus de moyens dans les renseignements. Avoir les moyens aujourd'hui d'avoir des drones, peut-être, même si on n'a pas de drones, on peut par la coopération militaire, avoir les moyens, par des drones, de suivre notre territoire. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que, et c'est ça qui risque de nous frapper de front si on ne s'organise pas, avec l'arrivée au pouvoir des militaires qui se disent déterminés à lutter contre le terrorisme dans des pays du Sahel comme le Mali, la Guinée, le Burkina, on va constater une migration de ces groupes terroristes vers les pays côtiers, où au nord de ces pays côtiers, ils peuvent bénéficier de zones de confort, comme la zone de la Pandjari, la zone du Parc W, qui sont de grandes forêts, qui ne sont pas assez contrôlées. Ils peuvent se cacher dans ces régions-là et se frapper. Et c'est ce que nous observons, parce que si vous suivez très bien, les attaques qu'on a eu tout récememment ont eu lieu dans la zone de Pandjari. Effectivement. Qui est une zone de forêt, de grandes forêts, de réserve, une zone où les gens peuvent se cacher. Voilà, où les gens peuvent se cacher. Et donc, le Bénin devrait travailler à sécuriser cette zone, puisque, comme ils ont constaté que l'armée malienne, par exemple, a acquis des hélicoptères du côté des Russes, qui suivaient, qui frappent, ils vont migrer. Et donc, nous devons nous organiser pour affronter, sinon nous allons devenir comme le Burkina Faso, le Mali dans les années à venir, si on ne s'organise pas. Et l'organisation, pour moi, c'est le renseignement militaire, c'est la sensibilisation des populations. Et c'est très important. Je crois qu'il devait y avoir beaucoup plus de sociologues impliqués dans la lutte contre le terrorisme que de militaires. Parce que le comportement d'un djihadiste, le comportement de quelqu'un qui s'est endoctriné, c'est les sociologues qui peuvent nous permettre d'appréhender ces problèmes et de prévenir que d'avoir à guérir. Souvent, quand il s'agit de guérir, c'est souvent trop tard. Marcel Zoumenou, nous restons toujours sur ce sujet d'actualité concernant la Guinée-Bissau. Je voudrais remonter la pente parce que j'oubliais. Est-ce que vous sentez que l'Union africaine joue un rôle important dans la résolution de cette situation? Ce que je dirais de l'Union africaine, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure de la CEDEAO. Nous avons des organisations qui sont faibles. N'est-ce pas? Faibles parce qu'elles souffrent des problèmes de légitimité, faibles parce qu'il manque de moyens financiers. Le siège de l'Union africaine a été construit par les Chinois. Ça pose un problème de souveraineté. Évidemment. Et donc, vous voyez le problème que nous avons. Donc, on n'est pas assez organisé pour que nos organisations soient autonomes. Pour avoir des politiques autonomes si elles ne sont pas dictées de l'extérieur. Et donc, c'est ça. Et donc, la CEDEAO l'Union africaine, prendrait peut-être des sanctions, mais je ne suis pas sûr que ces sanctions puissent prospérer parce que, vous voyez, ces pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, ils s'organisent à leur manière. Ils créent une sorte de solidarité entre la Guinée, le Mali, le Burkina. C'est des pays qui sont ensemble. Donc, ils vont s'entendre pour créer une petite communauté dans la CEDEAO, s'organiser, être solidaires entre eux. Et peut-être que quand on va lever la sanction, on va constater que les sanctions leur ont fait plus de bien que ça devait leur faire de mal. C'est ça mon inquiétude. Alors, Marcel Zoumenou, le temps qui nous est imparti pour ce décryptage tire à sa fin. Nous allons passer d'un sujet politique à un sujet social. Il s'agit du projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que tel que ça évolue, ce projet contribue à l'épanouissement social de nos populations? Parce qu'actuellement, le projet qui est dans sa phase de concrétisation a touché tout récemment la commune d'Avrancourt. Est-ce que aujourd'hui vous faites une analyse dans ce sens et vous pouvez constater que on peut déjà commencer à se réjouir de l'épanouissement des populations, les plus démunies d'ailleurs? Je crois que
pour moi, c'est trop tôt pour applaudir. C'est trop tôt pour crier victoire. Parce que nous sommes, comme je peux le dire, à la phase opérationnelle, mais le début de l'opérationnalisation de ce projet. Et donc, les effets de ce projet sur les populations ne sont pas encore très visibles. Donc, pour moi, je n'ai pas encore assez d'éléments pour dire, ah, ça a porté ses fruits. Mais pour ce que je peux dire de ce projet, la rédaction de ce projet, le contenu de ce projet, ce qui est dit dans ce projet, pour moi, c'est flatteur. Pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est un très bon projet si on arrive à mettre tout ça là en application. Parce que je dois rappeler que ça prend en compte des volets de sécurité sociale. Évidemment. Pour des gens qui n'ont pas de revenus réguliers, qui sont dans le secteur informel. Je crois qu'au Bénin, c'est quelque chose à applaudir parce que la plupart des gens qui sont ouvriers, qui sont dans le secteur informel, quand ils vieillissent, qui les prend en charge, ils sont pour la plupart à la charge de leurs enfants. Et quand les enfants n'en ont pas, on voit comment les gens deviennent soit des mendiants ou bien ils meurent de peu de choses, des médicaments, ordonnances de 5 000 francs, les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Ce projet va régler ce problème. Et je crois que c'est un domaine vierge, c'est un domaine qui va apporter un plus au bien-être des populations. Tout ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il soit bien géré. Tout ce qu'on va souhaiter, c'est que tout ce qui est dit dans le projet soit fait. Et si tout ce qui est dit est fait, à la fin, d'ici 4 ans, 5 ans, on va faire le bilan et peut-être on va applaudir. Mais pour le moment, je crois que c'est trop tôt pour applaudir. Marcel Zoumbénou, je crois que quelque part vous avez raison parce qu'il s'agit de l'argent. On peut aussi voir pendant combien de temps ce projet va tenir. Et les populations ou ceux-là qui sont curieux sont déjà impatients de savoir jusqu'où ce projet H va nous conduire dans notre quête de prospérité sociale. Mais déjà dans les coulisses, ce matin, j'entendais quelqu'un dire que ce projet, déjà, le lancement à Avrancourt qui est récent, il y a avant ce lancement d'autres lancements déjà, c'est-à-dire que d'autres personnes en bénéficient déjà dans d'autres localités de notre pays. Quelqu'un dans les coulisses, comme je l'ai dit tout à l'heure, le disait à la veille des élections législatives de 2023, lorsqu'on fait de ces genres de lancement, que le projet H pourrait constituer un instrument politique qui favorise la victoire du pouvoir en place. Est-ce que vous voyez la chose de la même manière que lui? Non, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas parce que les gouvernants doivent, ou bien les blocs présidentiels, pour dire la majorité présidentielle, doit compétir, gagner, qu'elle ne doit pas travailler. Moi, j'ai toujours dissocié ça. Ça, c'est le premier niveau pour lequel je ne suis pas d'accord qu'on dise, chaque fois qu'il y a un projet de gouvernement qui est social, que c'est pour des intérêts politiques. Même si c'est ça, mais il faut applaudir. Il faut applaudir. Deuxième chose, c'est que pour ce que je sais, pour ce que j'ai vu du peuple béninois, je ne suis pas forcément certain que les gens tiennent compte de ça pour voter, parce que vous voulez parler de la maturité du peuple. Oui, les gens sont assez matures pour transcender ces petits racoulages, ces petits discours qu'on tient, parce que si vous vous rappelez très bien, si on devait tenir compte de l'action et du bilan du régime et de fin du président Boni Yahi, tout au moins sur le plan social, c'est le président Lionel Zinsou qui devait être élu. Je dis président, excusez-moi la tête, c'est M. Lionel Zinsou qui devait être élu. Parce que le gouvernement dans lequel il était Premier ministre et candidat avait fait beaucoup d'actions sur le plan social. Gratuité par-ci, subvention par-là, il y avait beaucoup de choses qui touchaient les populations directement. Mais dans le choix, elles n'ont pas choisi le candidat de ce régime qui a fait autant le social. Et donc le peuple béninois, pour moi, est assez mature pour faire des choix politiques responsables entre ces choses-là. Eh bien, Marcel, merci d'être Merci Cassius, merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, nous sommes au thème de décryptage de ce mercredi 2 février 2022. Vous avez suivi nos analyses concernant les sujets d'instabilité politique dans la sous-région, notamment la tentative de coup d'État hier en Guinée-Bissau. Ce que nous avons souhaité, c'est que quand les militaires
arrivent à prendre le pouvoir pour la résolution, parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, c'est pour résoudre un problème qu'ils arrivent au pouvoir. Et s'ils finissent de régler le problème et qu'ils laissent le pouvoir civil, c'est souhaitable. Et lorsque ils arrivent au pouvoir, qu'ils ne durent pas au pouvoir sur prétexte qu'ils sont en train de régler éternellement un problème, c'est ce que nous souhaitons, parce que ce n'est jamais une fin en soi, ce n'est jamais souhaité de par les différentes craintes qu'on observe que les militaires restent au pouvoir éternellement ou pour une longue durée. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, portez-vous bien et à bientôt.